Ça a fait le tour du monde, un immense fail en pleine présentation du nouveau véhicule Tesla. Et ça n'empêchera pas le Cybertruck d'être un immense succès commercial. Plus de 50% des ventes des véhicules dans sa catégorie. Tesla prévoit même d'en produire 250 000 par an d'ici 2025. Mais Elon ne s'arrête pas là, il va carrément vendre des stickers à l'effigie de ce fail. Ça a tellement fait de bruit qu'aujourd'hui, certains soupçonnent que tout était prévu pour faire un immense coup de com' à l'échelle mondiale. Que ce soit vrai ou non, on va le voir dans cette vidéo, entre faillite, échec compris et complot, le multimilliardaire semble toujours se tirer des pires situations. Zip2 viré de sa propre boîte. Au départ, personne ne voulait de lui. Il frappe à toutes les portes de chez Netscape, l'un des premiers navigateurs web, mais il se fait recaler à chaque fois. Au moins, il avait vu juste. À peine 5 mois après son lancement, Netscape fait l'une des plus grosses percées de l'histoire de la tech et récupère 85% du marché des navigateurs. Internet allait définitivement être un tournant pour l'humanité. Et Elon voulait à tout prix être dans la course. S'il ne pouvait pas être pris dans une boîte, il allait monter la sienne, Zip2. Et là, c'est le début des problèmes. Ok, donc première étape, trouver un bureau. Bon, ça c'est vite fait, il y en a un qui réunit deux spécificités indispensables. Déjà, un loyer de 200 $ par mois, moins cher qu'un appart, mais dans lequel il pouvait vivre à plein temps. Et surtout, une connexion internet abordable. Et oui, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, faire héberger un gros site comme ça pouvait vite taper dans les 3000 $ par mois. Mais alors, pourquoi ce serait moins cher dans ce bureau? Et bah ça, c'est parce que juste en dessous, il y a les locaux d'un gros fournisseur d'internet. Oui, vous commencez à avoir la douille, ils font simplement un trou dans le sol pour se brancher directement au serveur. Rassurez-vous, hein, le fournisseur était au courant. Il les faisait payer une centaine de dollars par mois en contrepartie. Bref, 300 $ de mensualité à 3 pour tenir une boîte au sein de la Silicon Valley, ça devait en faire rêver plus d'un. Le principe était assez simple, reproduire une sorte de page jaune mais sur internet. Vous avez besoin d'une pizza, d'outils de jardinage ou d'une pharmacie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur Zip2. Niveau développement, ils y sont allés comme des bourrins. Ils ont acheté un disque dur d'annuaire d'entreprise pour quelques centaines de dollars, puis ont poussé une start-up de cartographie numérique à leur fournir leur logiciel gratuitement. C'est plutôt étonnant, hein, quand on sait qu'ils ont dépensé plus de 100 millions de $ pour le développer. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kimball, le frère d'Elon, les a simplement appelés pour leur demander, et bah ils ont dit oui. Hein. Bon, ils leur ont quand même dit de les rappeler quand Zip2 fera de l'argent pour trouver un accord. Mais ça reste ultra inattendu. Hein. Plus tard, Kimball dira « On n'imagine pas tout ce qu'on peut obtenir simplement en le demandant ». Et pour finir, Elon développe un programme permettant de rassembler les deux bases de données, et c'est tout. Ok, bah le service est prêt, mais il se retrouve face à deux gros problèmes. Déjà, c'est beaucoup trop lent, entre 30 et 120 secondes pour avoir un résultat. Et surtout, bah, personne veut de leurs produits en fait. Ils avaient beau contacter toutes les entreprises du secteur, les gens voyaient pas le moindre intérêt à faire de la pub sur internet. Alors Zip2 cherche désespérément à lever des fonds. Mais pour ça, faut taper dans les yeux des investisseurs, quitte à embellir un peu les choses. Alors ils construisent un immense faux boîtier de PC. Ils le mettent autour de leur serveur, lui accrochent des roulettes et le présentent comme le super ordinateur de pointe qui fait tourner leur site. Bon, c'est pas vraiment si c'est grâce à ce stratagème, mais ça finit par marcher. Un investisseur débarque et propose 3 millions de $ contre 60% des parts, à une seule condition. Elon Musk doit quitter son poste de CEO. S'il accepte, il ne détiendra plus que 7% de la société et sera rétrogradé au poste de directeur technique. Mais au vu de la situation, ils avaient pas trop le choix. La boîte embauche alors un nouveau CEO et ça semble tourner un peu plus normalement. Plus de magouilles et le site se reconvertit en une plateforme où les journaux peuvent créer leurs propres annuaires. Changer radicalement de stratégie et ne plus avoir son mot à dire, ça plaît pas du tout à Elon. Mais alors quand la nouvelle équipe de dev supprime entièrement son code pour repartir sur de nouvelles bases, là c'en est trop. Il se lance dans une gigalutte de pouvoir au sein de la société. Il bloque l'avancée de la nouvelle stratégie d'entreprise, avance sur le code des équipes sans les prévenir, et alors que Zip2 était sur le point de fusionner avec leurs concurrents directs, un deal à 300 millions de $, les conflits internes les forcent à se retirer. Elon a gagné, Richard démissionne. Le problème, c'est qu'il a plus que 7% des parts, et que le conseil d'administration commence vraiment à en avoir marre. Ils se mettent alors tous d'accord pour vendre Zip2 à Compaq, et ne plus jamais en entendre parler.
Bon, depuis le début, c'était une catastrophe, mais ça change pas avec Compaq, hein. Zip2 a jamais généré le moindre profit et finira par chuter. La boîte est un véritable échec, mais elle a le mérite d'avoir attiré l'attention. À la fin des années 90, Internet, c'est une véritable bulle économique. Ça attire énormément de gens qui veulent absolument profiter de l'opportunité, quoi qu'il en coûte. Donc malgré que Zip2 soit un désastre ambulant, Elon récupère 22 millions de dollars pour la vente d'une coquille vide. Et cet argent, il va l'investir dans un projet dont vous avez forcément déjà entendu le nom. PayPal, le désastre qui le rendra riche. Sa société au départ c'est X.com, d'où le nouveau nom de Twitter, qui fusionne plus tard avec Confinity, pour enfin devenir PayPal. Il commence déjà par claquer 1 million de dollars dans une magnifique McLaren F1, tout simplement la voiture de série la plus rapide du monde. Une voiture qu'il utilisera entre autres avec l'un des fondateurs de Confinity, Peter Thiel. Une fois ils allaient lever des fonds ensemble, Elon accélère dans une ligne droite, les sensations sont à leur maximum. Mais au premier virage, la voiture spin et finit dans le ravin. Bon, heureusement, pas de soucis, tout le monde va bien, sauf le portefeuille. La voiture était même pas assurée. Ouais, bon, plus que 21 millions de dollars sur les 22 d'origine, mais ça les empêchera pas de monter la banque en ligne du futur. Enfin, ça c'est pas l'avis des journaux business de l'époque, qui élisent PayPal comme l'une des 10 pires idées de l'année. Aujourd'hui, la société vaut plus de 78 millions de dollars. Donc ouais, ça peut faire sourire. Sauf que, ils avaient raison, hein, Peter Thiel le reconnaît lui-même. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si catastrophique? Vous voyez vos grands-parents, ils sont en panique à chaque fois qu'ils doivent payer un truc en ligne. Mais début des années 2000, c'était ça pour tout le monde. Alors autant dire qu'un nouveau système de banque sur internet, ça paraît super risqué. T'as vraiment pas envie de faire partie des premiers clients. Et c'est un problème qui en amène un autre, si t'as pas d'utilisateur, aucune plateforme va s'embêter avec toi. Alors si aucun site n'est compatible pour recevoir des paiements, ça vaut vraiment pas le coup, c'est un cercle vicieux. Pour contrer ça, une seule solution, la crédibilité. Alors ouais, ça a amené à des stratégies un peu bizarres. En gros, lever des fonds pour augmenter la valeur de la boîte, ça leur permet d'être plus crédibles aux yeux des investisseurs, pour lever encore plus d'argent pour, on sait pas trop quoi en fait. À un moment, ils se sont même mis à payer des gens pour utiliser leurs services. Une vingtaine de dollars offerts à l'inscription. Au final, c'est pas si bête que ça, puisque c'est ce que font toutes les nouvelles banques en ligne. Et pour preuve, cette stratégie, croisée à la démocratisation d'Internet, leur a permis une croissance fulgurante de 10% par jour. De quoi atteindre 100 millions d'utilisateurs en quelques mois. Mais Elon est très exigeant, égocentrique, et durant cette période de chaos et de croissance folle, il s'est attiré les foudres d'une partie de l'équipe. Il n'écoute pas, n'en fait qu'à sa tête et méprise ceux qui le contredisent. C'est sur le point de devenir un gros problème. Il se marie en 2000, mais vu ce qui se passe chez PayPal, pas le temps pour une lune de miel. Ça n'arrivera que 9 mois plus tard, il doit aller voir des investisseurs à Sydney, alors il en profite pour organiser une soirée avec sa femme. Comme ça, pas de perte de temps. Pendant son absence, un petit groupe se retrouve dans un bar. Pas pour boire une bière, mais pour organiser le coup le plus machiavélique de l'histoire de la Silicon Valley. C'est la mafia PayPal. Ok, qui est dans le coup? Alors déjà, on a quelques investisseurs. Puis Max Levchin, cofondateur de Confinity, et pour finir, Peter Thiel lui-même. Oui, l'homme qui était avec Elon lors de l'accident de sa McLaren. Et non, c'est pas pour se venger de s'être fait envoyer dans le ravin. Ce que le groupe reproche à Elon, c'est son style de gestion autocratique. En gros, le peuple veut couper la tête du roi. Une vraie révolution. Ils arrivent à s'allier avec un certain Hoffman, fondateur de LinkedIn, et ils organisent un coup d'état au conseil d'administration. Et Elon n'est pas là, il ne peut pas faire entendre sa voix ni ralentir le tsunami qui lui fonce dessus. Alors, en pleine lune de miel, il reçoit simplement une lettre du comité lui annonçant son licenciement. Au final, même s'il a encore une fois été viré de sa propre boîte, il s'en sort pas si mal que ça. Lors du rachat de PayPal par eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars, Elon en récupère 180 millions. Oh, de quoi aller conquérir une nouvelle industrie qui lui fera passer de riches multimillionnaires à citoyen surendetté. SpaceX au fond du gouffre. 1 an et 100 millions de dollars. C'est ce qu'Elon Musk s'accordait pour mettre sur pied la société qui révolutionnera l'industrie.
SpaceX. Mais qu'est-ce qu'elle a de si différent? Grâce à de multiples innovations, comme le fait de rendre ses lanceurs réutilisables, l'arrivée de SpaceX fait largement chuter les prix du spatial. Envoyer 1 kg en orbite basse grâce à Ariane 5, à ce moment, c'est 9000 $. Là où passer par la Falcon 9 de SpaceX coûte seulement 3000, 3 fois moins cher. Maintenant, même si Elon voulait donner un gros coup dès son arrivée, la réalité l'a vite rattrapé. La première fusée mise sur pied par SpaceX, Falcon 1, devait coûter 6 millions de dollars pour envoyer 600 kg, mais coûtera finalement 9 millions pour en envoyer seulement 420. Une fusée qui ne connaîtra que 5 lancements, dont 3 échecs qui lui ont fait frôler la faillite. La première décolle en 2005, 2 ans après le début du projet, il y a déjà du retard, mais on lui pardonne. Ça reste largement plus rapide que le reste de l'industrie. Sauf que là, problème, la fusée explose après seulement quelques secondes de vol. Forcément, quand on veut être aussi économe en temps et en argent, faut s'y attendre. Pour que vous vous en rendiez compte, Elon avait carrément proposé à la Russie de racheter des missiles balistiques intercontinentaux pour les utiliser comme lanceurs de fusées. Bien évidemment, la Russie a refusé. Il a alors monté une équipe composée des meilleurs ingénieurs du domaine pour la concevoir de A à Z. Tout ça, ça coûte cher. Donc après ce premier échec, tout le monde commence à se dire que 100 millions de dollars, ça risque d'être serré. Mais il compte pas s'arrêter là. Un an de travail acharné plus tard et quelques millions pour la route, la fusée est à nouveau prête. Elle tient un peu plus que la dernière fois, va un peu plus loin, mais finit quand même par exploser. Là, ça commence à devenir stressant, parce que s'ils veulent refaire un essai, il n'y en aura pas assez pour un 4e. Ça doit être celui-ci, le bon. Il n'y a plus d'alternative. Alors, un an plus tard, et l'entièreté de l'argent de PayPal dilapidé, Falcon 1 est sur pied pour la 3e fois. Ouais, on a dit 3 échecs au total, donc vous savez exactement comment ça va se passer. La fusée est arrivée à sortir de l'atmosphère, mais les 2 étages se sont percutés un peu après la séparation. Ce sera pas pour cette fois. 5 ans sur le projet, 100 millions au départ, et maintenant, plus rien. Pourtant, Elon avait gagné 180 millions avec PayPal, non? Il peut pas rajouter un peu de rab? En fait, il en a mis 100 dans SpaceX, 70 dans Tesla et 10 dans un projet de ville de panneaux solaires, mais rien n'a marché. Tout tombe en faillite en même temps, et en prime, il divorce avec sa femme. La chute est colossale. Mais quitte à sombrer, autant aller jusqu'au bout. Il met une partie de ses biens en hypothèque, arrive tant bien que mal à lever 20 millions de dollars supplémentaires, et il met absolument tout ce qu'il possède dans un 4e essai. +12. Septembre 2008, Falcon 1 s'élance dans le ciel à 18 360 km/h. La fusée suit sa trajectoire normale pendant 2 minutes et 49 secondes, le temps nécessaire pour sortir de l'atmosphère terrestre. Les boulons entre les étages explosent, ce qui permet de les séparer. Enfin, le moteur Crestel du 2e étage rentre en marche pendant environ 6 minutes. Tout juste le temps de placer la charge utile en orbite. C'est officiellement la première fusée issue d'une entreprise privée à entrer en orbite basse. Et elle coûte 5 fois moins cher que la concurrence. 3 mois plus tard, la NASA lance un appel d'offres pour le développement de 12 vaisseaux ayant une capacité de port de plus de 20 tonnes. Alors SpaceX répond présent et clôt un contrat à 1,6 milliard de dollars. La société a continué à croître à une vitesse folle, elle représente la grande majorité des lancements depuis 2020 et produit de très loin les lanceurs les moins chers du marché. Aujourd'hui, SpaceX vaut environ 210 milliards de dollars, la 2e startup la plus valorisée derrière la maison mère de TikTok. Jusque-là, le multimilliardaire a réussi à se sortir de toutes les pires situations. Mais récemment, il a fait un petit achat qui a fait un peu parler. Et encore aujourd'hui, les investisseurs qui l'ont accompagné dans le projet s'en mordent les doigts. Twitter, un caprice de milliardaire. 44 milliards pour racheter Twitter. C'est beaucoup trop. C'est Elon Musk qui le reconnaît lui-même. En fait, c'est tellement démesuré que Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, présente le rachat de Twitter comme l'acquisition technologique la plus surpayée de l'histoire. Alors bien sûr, impossible d'être précis, mais lui et un des co-acheteurs de Twitter estiment que la valeur réelle de l'entreprise tourne aux alentours des 30 milliards de dollars au moment du rachat. Quasi un tiers de moins, c'est juste énorme. Mais alors pourquoi se laisser faire comme ça? En fait, probablement en surconfiance, Elon commence les négociations avec une négligence totale. Toujours pressé pour que les choses se fassent vite, il renonce à son droit de diligence. En gros, c'est ce qui lui permet d'exiger plein d'infos sur la boîte avant de se prononcer. C'est juste indispensable quand tu rachètes une boîte. Mais lui, il a préféré se contenter simplement des données publiques. Et résultat, il se rend compte que la proportion de faux comptes parmi la masse d'utilisateurs est bien plus élevée que prévu. Environ 20% contre les 5%
30% annoncés. Ça fait tout de suite chuter la valeur perçue de la plateforme. C'est pour ça qu'il a essayé à tout prix d'annuler le rachat. Mais Twitter l'a tiré en justice pour qu'il aille au bout de son action. Ouais, ça commence mal, on parle d'un deal à 44 milliards qui tient juste sur un donner se donner, reprendre ses volets. Ensuite, on peut mettre en cause la grande part d'émotionnel dans cette décision. Bah ouais, Elon, il a aucune expérience dans ce marché, et surtout aucune réelle stratégie de valorisation de la compagnie. Il se base surtout sur la vision d'une super app tout en un à la WeChat, un système ultra lucratif qui a pas encore trouvé son équivalent en Occident. On en avait parlé dans notre vidéo sur Tencent d'ailleurs. Mais ça l'empêchera pas de s'autonomer CEO de la boîte. À son arrivée au pouvoir, comme à son habitude, il fait pas dans la finesse. Vague de licenciements, changement brutal de direction artistique, nom, logo, arrivée de Twitter Blue, il rentre en guerre contre l'ancien Twitter. Une partie de la communauté le déteste, à tel point qu'ils ont voté pour qu'il démissionne de son poste de CEO, dans un sondage qu'il avait lui-même lancé. Et le pire, c'est qu'il tient parole, il s'auto-licencie pour se remplacer avec Linda Yaccarino, nouvelle directrice de X. Ouais, vraiment, c'est la 3e fois qu'il se fait virer de sa propre boîte. Mais là, c'est carrément par le peuple lui-même, personne s'y attendait. En plus des utilisateurs, il se met à dos une bonne partie de ses meilleurs clients, les plus gros annonceurs quoi. Et même si Twitter Blue commence à prendre, on n'y est pas encore. If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f yourself. Le chiffre d'affaires de la boîte a été quasiment divisé par 2 depuis le rachat, au 4e trimestre 2022. La raison, une chute des revenus publicitaires de la plateforme. On passe de 4 milliards en 2022 à seulement 2,5 milliards en 2023. Ça veut pas forcément dire que la plateforme est au bord de la faillite, parce qu'on observe une hausse du nombre d'utilisateurs depuis le rachat, surtout dans les zones en développement avec une croissance de 16%, un record. Aussi, on ne peut pas estimer la santé d'une entreprise seulement à son chiffre d'affaires. Par exemple, malgré que 2021 soit un pic historique pour le chiffre d'affaires de Twitter, ils sont en déficit de 221 millions de dollars la même année. Et faire tout moins cher que tout le monde, c'est un peu sa spécialité. Pourtant, les bénéfices perdent quasiment 25 points de pourcentage un an après. Certains actionnaires estiment que leurs parts ont perdu presque 75%. Bon, en gros, ils sont dans le caca quoi. Et en dehors des chiffres, X a un autre problème. La légèreté de sa modération ne dérange pas seulement les annonceurs, mais aussi les États. De notre côté du globe, on a déjà vu l'Europe menacer Elon d'interdire X sur le territoire. Mais il y en a qui sont déjà passés à l'acte, comme le Brésil. Le juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné à la société de bannir certains comptes faisant la promotion de l'ancien président conservateur, Bolsonaro. Elon Musk refuse publiquement et le conflit s'envenime. Il finit par virer la responsable locale de X au Brésil. La Cour suprême donne alors un délai pour la remettre en place. Et une fois le délai passé, ils ont voté à l'unanimité pour l'interdiction de la plateforme. Ils annoncent aussi que quiconque tente de se connecter à X via un VPN pourrait être condamné à une amende d'une dizaine de milliers d'euros. Bref, la société semble quand même être dans un sacré pétrin. La plupart des investisseurs regrettent amèrement leur placement. Mais ça semble aller pour Elon. La raison, déjà posséder X est ultra utile pour le développement de son intelligence artificielle, Grok. Mais surtout, on va pas se mentir, faut bien garder la face. Peut-être qu'on est en train d'assister au plus gros fail incontestable d'Elon Musk. Ou peut-être qu'au contraire, dans 10 ans, Twitter, ce sera la première super app occidentale à la WeChat. Il joue quitte ou double en soutenant Trump. En cas de défaite, il est sanctionné. Enquête fédérale, contrôles fiscaux, loi contre lui, comme ça a été fait pour Huawei ou TikTok. Il le dit lui-même, I'm done. Ou peut-être pas tellement. Hyperloop, IA avec Grok, Neuralink, bon en réalité des échecs il en a connus. Il en connaîtra sûrement encore, mais il en a encore beaucoup sous le capot. Est-ce que c'est sa fin ou alors seulement le début? Seules les années à venir nous donneront la réponse. C'est quoi vos pronos? Laissez le pouce bleu de l'amour et abonnez-vous. Allez les amis, ciao!